Natalie Lowhead est une créatrice de jeux vidéo non binaires qui utilise à la fois des pronoms neutres et féminins. Nous opterons pour ces derniers dans la présente vidéo. Everything is going to be OK se présente comme une interface informatique permettant d'accéder à des animations, des jeux, des poèmes ou des programmes dont le point commun est un ensemble d'impressions. Tout son univers semble dysfonctionnel, violent et étrange. Il nous plonge dans un état très particulier que nous apprenons peu à peu à comprendre. Cette expérience est présentée par sa créatrice comme un zine. Ce terme désigne au départ des imprimés amateurs, auto-édités, dont le contenu est très variable mais rassemble en général, comme le travail de Nathalie Lowhead, images et textes. Si elle fait entrer son œuvre dans cette catégorie, c'est parce qu'elle partage avec les zines papier une approche alternative, expérimentale, personnelle, et l'appartenance à une subculture, en l'occurrence celle du net art. Elle a aussi en commun avec le zine une certaine pratique du collage, que le statut de média interactif lui permet d'approfondir considérablement, en assemblant des formes artistiques très diverses, avec une série de softwares absurdes, d'OS démoniaques et de jeux injouables. Et cette accumulation n'est pas du tout gratuite. La rencontre brutale de tous ces éléments est mise au service d'une expérience très sombre et personnelle, qui a pour sujet la vie après un traumatisme, la marginalisation et la déshumanisation, en particulier telles qu'elles sont subies par les victimes de violences sexuelles. Son interface informatique est un espace intérieur, un labyrinthe psychologique parfois drôle, souvent absurde et toujours violent, dans lequel il faut trouver son chemin non pas vers une victoire spectaculaire ou une récompense, mais vers une réconciliation avec soi-même. Au fil des pages qui composent le zine, nous accompagnons un ensemble de personnages cartoonesques qui traversent toute une gamme de situations absurdes, émotionnellement et physiquement violentes. Nous sommes exposés à un contraste permanent entre la présence de ces animaux adorables, farfelus, chaleureux, et cette violence, qui se retrouve aussi dans l'interface alien dégoulinante de vide virtuel. Il est naturel de vouloir prendre soin de ces personnages, surtout quand on est plongé dans l'environnement aussi intrinsèquement solitaire qu'un bureau d'ordinateur. Mais on découvre rapidement que notre contrôle sur leur sort est très limité. On peut tout juste choisir les mots vaguement rassurants ou terriblement fatalistes qu'on va leur dire, mais on ne peut offrir de solution à leurs problèmes. On ne fait qu'assister à la souffrance de ces personnages rejetés en espérant seulement réussir à leur donner un peu d'espoir ou de soulagement. Ce schéma se répète avec la grande variété de digital pets que le jeu nous propose d'adopter. En général, nous ne pouvons que les laisser vivre ou les tuer, plus ou moins accidentellement. Nous sommes responsables d'eux, mais nous n'avons pas les moyens de nous en occuper. Cette série d'interactions finit par mettre en doute notre capacité à créer des liens, à prendre soin des autres et à partager autre chose que des sentiments négatifs. Elle nous met aussi face à une impression de fatalité. Des choses affreuses se produisent et nous n'y pouvons rien. Notre expérience d'Everything is Going to be OK est un processus de découverte, avec le curseur pour personnage et l'OS pour environnement, comme si le bureau d'ordinateur était un lieu à explorer, peuplé de fichiers aux comportements étranges. La déformation de cet espace personnel, qui se trouve à la frontière entre notre environnement réel et notre environnement virtuel, est le reflet d'un dérèglement profond, qui affecte nos outils de pensée et notre fonctionnement. Et nous découvrons au cours de notre exploration à quel point cet espace censé être familier est rendu méconnaissable. Il est devenu un chaos de data et de pensées fragmentées. Les programmes se comportent de façon anormale. L'interface est parasitée par des glitches et par des transformations étranges. Nous savons encore où nous sommes, mais il semble que cet environnement intérieur soit malade, voire totalement brisé. On peut d'ailleurs être séduit par son paysage difforme, effroyable mais sublime, ses vides abyssaux, ses images infernales et surréalistes accompagnées d'un bruit permanent, et de ces deux grands spectateurs silencieux que sont le soleil et la lune. Tout cela entre encore une fois en contraste avec l'apparence des personnages et leur univers cartoonesque. Mais cette absurdité et l'humour auquel elle participe occupent une place très importante dans cette expérience. L'humour, tout comme l'esthétique cute, rend les situations qui nous sont présentées plus irréelles et donc un peu plus acceptables. Il rappelle la manière dont la vie peut être ridicule. Il est utilisé comme un moyen de faire face à l'absurde et à notre manque de contrôle, en tant qu'être vivant et en tant que joueuse et joueur. La plupart des vignettes et des textes insistent sur des situations de mise à l'écart, et le jeu nous contraint à en faire nous-mêmes l'expérience. Notre digital pet a peur de nous,
Nos contacts sont injoignables, et nous essayons plus d'une fois d'établir des liens avec des personnages qui nous rejettent brutalement. Nous nous éloignons tellement des autres que nous ne pouvons plus du tout communiquer avec eux. À plusieurs reprises, le jeu nous propose d'écrire des messages qui seront traduits dans un langage incompréhensible ou n'apparaîtront pas du tout. Tous les dialogues sont factices et ne changent rien à la solitude que nous ressentons. Parfois, c'est parce que nous sommes face à un animal que le langage ne fonctionne pas. Mais c'est justement avec l'une des souris mangeuses de data que nous communiquerons le mieux, sans utiliser de langage, quand nous l'aiderons à retrouver un objet perdu. Cette complicité animale n'est pas si étonnante, puisque notre humanité est continuellement remise en cause, si bien que nous entrons facilement en empathie avec la grenouille désespérée de n'être pas humaine, ou avec Igor changé en programme. Une autre souris nous fera d'ailleurs passer un test d'humanité, dont la logique nous semblera encore une fois absurde. Tous ces éléments entrent en résonance avec les discours déshumanisants que nous subissons dans les différentes vignettes. Dans Everything is Going to Be OK, le système interactif renforce ainsi les sensations produites par le texte et l'image. Le game feel de ce jeu repose sur une série d'empêchements, d'effets illogiques, de réactions violentes, si bien que toutes nos interactions semblent vouées à l'échec, ce qui a pour effet de nous couper du monde. Les textes du jeu abordent plusieurs fois l'idée que toutes les personnes ont une importance égale. Ils observent que dans notre monde inégalitaire, cette idée n'est qu'un rêve, et nie la manière dont une majorité de personnes est marginalisée. Cette fois encore, des impressions de jeu viennent appuyer le texte, puisque plusieurs vignettes nous forcent à lutter vainement pour tenter de faire reconnaître notre valeur, ou pour mériter un minimum vital d'attention. Cette inégalité nous apparaît encore quand nous explorons la corbeille, dans laquelle sont abandonnés des fichiers pourtant très attachants, ainsi que les crédits du jeu, et donc la seule mention qu'ils contiennent de sa créatrice. Comme elle le souligne ainsi, l'art lui-même peut être marginal, et les arts alternatifs sont peut-être, d'ailleurs, les mieux adaptés pour exprimer ce que vivent les personnes laissées de côté. Les cultures du zine et de l'animation flash font partie de ces arts alternatifs et contre-culturels. D'autres types d'objets qui passionnent Nathalie Lowhead, comme les virtual pets ou les OS expérimentaux, sont encore moins reconnus et donc plus obscurs. Everything is Going to Be OK, en combinant ces différents éléments, se présente comme un objet suprêmement étranger, incompréhensible, extraterrestre. En ce sens, il est à la fois inquiétant parce qu'il nous met dans une position d'outsider en nous présentant un monde où la communication semble impossible, et rassurant parce que lui-même est un objet marginal, différent, dans lequel nous sommes donc moins isolés. À plusieurs reprises, il nous propose d'ailleurs de créer nous-mêmes quelque chose, une image, un texte, une grenouille, et de l'enregistrer. Mais l'exercice ne nous offre toujours que très peu, voire pas du tout de contrôle. C'est la règle d'or d'Everything is Going to Be OK. Notre navigation est apparemment libre, nous choisissons ce que nous faisons et quand nous le faisons, mais il y a des contraintes et des barrières partout. Beaucoup de choix n'en sont pas, beaucoup de raccourcis mènent à des programmes disparus ou qui disparaîtront après avoir été lancés une seule fois, et nous nous engageons souvent dans des impasses sans le savoir. Il y a toujours un twist dans les mini-jeux qu'il nous propose, et ce détail suffit à les transformer en objets d'art conceptuel, et donc à métamorphoser leur signification et les sensations qu'ils procurent. Parfois nous ne pouvons pas perdre, parfois nous ne pouvons pas gagner, parfois nous jouons contre nous-mêmes selon des règles que nous ne comprenons pas. Toujours, la notion de victoire est rendue absurde et nous sommes forcés d'envisager le jeu autrement, comme un jouet, comme une blague, comme un message ambigu, comme un spectacle étrange ou comme quelque chose de totalement indéfini, un objet que nous n'avons peut-être pas besoin de comprendre pour avoir une idée de ce qu'il nous communique. En quoi Everything is Going to Be OK est-il un objet radicalement unique ? D'autres jeux utilisent l'OS comme un espace psychologique. D'autres artistes utilisent le détournement de procédés informatiques pour combattre la marginalisation. D'autres œuvres retirent au jeu vidéo son interactivité pour en faire un objet inexplicable et mystérieux. Et tout un pan de la culture web explore aussi l'étrangeté des environnements virtuels, leur rapport à la psyché, la magie esthétique du glitch, ou l'extrême liberté créative qu'autorise un média encore peu codifié et peu reconnu. Mais Nathalie Lowhead parvient à assembler tous ces éléments pour former une œuvre à la fois composite, que seule l'appellation de zine permet d'identifier, et cohérente à tout point de vue. Son morcellement en une multitude de systèmes différents évoque une identité brisée, sa direction artistique paradoxale reproduit le contraste entre une réalité violente et la manière dont elle est maquillée en normalité, et son système interactif dysfonctionnel rend compte de l'injustice absolue du monde. Everything is going to be OK, tout ira bien,
C'est la formule qui est répétée inlassablement aux victimes de violences sexuelles pour minimiser leur souffrance et pour effacer la culpabilité de leurs agresseurs. C'est le motif qui revient le plus régulièrement dans les textes et dans les vignettes du jeu. Le déni, l'injonction au silence, le refus d'admettre la gravité pourtant flagrante des faits. Mais ce que les gens refusent d'entendre, est-il possible de le leur faire sentir ? Partager les impressions que le langage ne suffit à exprimer ou dont l'expression est empêchée, c'est la définition même de l'art. Et Everything is Going to Be OK semble explorer cette voie avec une habileté extraordinaire. Il est plus difficile d'effacer une expérience lorsqu'elle a été ainsi matérialisée. Et là où cet effacement était désespérément subi, il est désormais combattu. Everything is Going to Be OK raconte ainsi la manière dont une force immense se découvre elle-même. Cette expérience est un chemin menant de la souffrance à l'espoir.